Bonsoir à tous. On est à nouveau ravis de vous accueillir ce soir pour notre quatrième conférence virtuelle au nom de la Société historique de Québec, de Montréal et des éditions du Septentrion. Alors, ce soir, c'est très particulier. Nous allons parler de musique, donc un sujet original. Nous sommes vraiment contents de cela et nous vous invitons évidemment, comme la dernière fois, à poser vos questions sur le fil Facebook. Si vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse courriel@sociétéhistoriquedemontréal.org. Nos conférenciers s'efforceront de vous répondre eh bien, à l'issue de la conférence en direct sur Facebook. Voilà, eh bien, ce soir, à nouveau, c'est Alex Tremblay-Lamarche qui est à la manette. Donc, nous t'écoutons, Alex. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup à tous d'être avec nous ce soir. On est très heureux, la Société historique de Québec, les éditions du Septentrion et la Société historique de Montréal, de poursuivre ces rendez-vous qu'on a pris l'habitude de tenir aux deux mardis. Et aujourd'hui, on a eu envie en fait d'inviter deux spécialistes de l'histoire de la vie musicale pour une conférence intitulée La Grande Noirceur, foyer de la création d'une vie musicale au Québec. On va s'intéresser principalement à la période 1900-1950. Pour certaines personnes, la Grande Noirceur, bon, c'est la période associée à Duplessis, donc disons de 36 à 59-60. Pour d'autres personnes, la Grande Noirceur, bon, ça s'étend même peut-être de la défaite des Patriotes jusqu'à 1960. Il y a des gens qui ont la Grande Noirceur longue. Nous, dans notre cas, on va s'intéresser à la première moitié du 20e siècle. Une période que, bon, on a souvent décrite comme étant, bon, relativement tranquille, une période où on attend que, au final, le Québec redémarre dans les années 1960 avec la Révolution tranquille. Or, comme on va le voir dans quelques instants, c'est une période qui est extrêmement dynamique sur la scène musicale. Et c'est vraiment là que va se mettre en place une vie musicale québécoise. Et pour ce faire, on a deux spécialistes de la question avec nous. Marie-Thérèse Lefebvre, qui est musicologue, professeure émérite, elle enseignait à la faculté de musique de l'Université de Montréal de 1980 à 2010 pardon. Retraitée et associée depuis à cette faculté, elle poursuit ses recherches sur la vie musicale et culturelle au Québec. Elle est l'auteur de nombreuses publications. Elle a été membre de la Société des disques de 2002 à 2017. Elle est notamment l'auteur de Rodolphe Mathieu, 1890-1962, l'émergence du statut professionnel de compositeur au Québec, des Chroniques des arts de la scène à Montréal durant l'entre-deux-guerres, un collectif qui montre justement tout ce dynamisme-là à l'époque. Et elle a travaillé en fait avec mon second invité sur cette petite Bible. Si vous vous intéressez à l'histoire de la musique au Québec, chronologie musicale du Québec, c'est une référence. On y a vraiment bon l'ensemble de l'histoire de la musique au Québec depuis Jacques Cartier, les premiers chants, disons, occidentaux qui m'ont été entendus ici, la première forme de musique occidentale, jusqu'à 2004, et donc une référence sur la question. Comme je vous le disais, là, travailler en fait sur ce projet avec mon deuxième invité, Bertrand Guay, qui est musicologue, professeur retraité de musicologie et d'histoire de l'art au Conservatoire de musique de Québec. Il a également été collaborateur à Radio-Canada et au journal Le Soleil. Il s'est également fait connaître comme rédacteur des notes de programme pour l'Orchestre symphonique de Québec, l'Opéra de Québec et les Violons du Roi. Il est l'auteur du livre Un siècle de symphonie à Québec, l'Orchestre symphonique de Québec 1902-2002, une monographie sur cet orchestre qu'il connaît bien. Et depuis peu, bon, il tâte également du clavecin au sein de l'ensemble baroque Les Confidences. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question un peu d'égo-histoire, si je peux m'exprimer ainsi, pour permettre de vous connaître un petit peu avant de connaître davantage la vie musicale à cette époque-là. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à l'histoire de la vie musicale au Québec? Pour moi, c'est un héritage familial. D'abord, mon ancêtre, Benjamin Lefebvre, a été l'un des patriotes qui a été expatrié en Australie et qui est revenu un peu plus tard, et je suis de sa descendance. Et plus près dans le temps, mon père avait fait ses études au collège Grasset et avait suivi les cours d'histoire avec Lionel Groulx. Donc, j'ai un peu cet héritage-là.
Et du côté maternel, ma grand-mère, Madame Conrad-Bastien, a écrit quelques volumes, surtout des contes pour enfants, a publié dans la revue L'Oiseau bleu de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et son frère, Albert Maillé, dit Albert Dreux, était un poète de l'époque du Magog. Et son beau-frère, Émile Miller, a été l'un des premiers géographes au Québec. Donc, je porte un peu cet héritage-là. Et c'est d'abord dans la famille que j'ai reçu cet appétit pour l'histoire du Québec. Quand j'ai fait mon collège classique, il n'y avait pas de cours d'histoire du Québec. Et quand je suis arrivée à la faculté de musique, il n'y avait pas de cours d'histoire de la musique au Québec. Par contre, j'avais les cours avec une animatrice très connue à l'époque, qui était Maryvonne Kenderji, et qui nous parlait des compositeurs vivants par des entrevues avec Serge Garand, André Prévost, Jean Papineau-Couture, qui étaient tous sur le même étage où j'avais mon bureau. Et en plus, il y avait Gilles Potvin qui était en train de construire l'Encyclopédie de la musique au Canada et les bureaux étaient à la faculté de musique. Et très souvent, quand je rencontrais Gilles dans le corridor, il commençait toujours la conversation en disant « Savais-tu que… » Et donc, non, je ne savais jamais. Et donc, j'ai beaucoup appris à travers tout ce corps professoral et les gens qui étaient à la faculté. Alors, voilà un peu ce qui a fait de moi le professeur, et j'ai commencé à enseigner l'histoire de la musique au Québec sans l'encyclopédie. Elle est arrivée en 83 en français, et donc il y avait très peu d'archives. Il fallait vraiment monter les archives, solliciter les familles pour qu'elles déposent leurs archives pour qu'on puisse finalement écrire cette histoire. Voilà un résumé de qui je suis. Dans mon cas, moi, ça a commencé… D'abord, j'ai toujours eu un intérêt marqué pour l'histoire du Québec, pour l'histoire de façon générale, mais l'histoire du Québec tout particulièrement. Et moi, contrairement à Marie-Thérèse, durant mon secondaire, on avait des cours d'histoire et on avait des professeurs absolument passionnés dans les années 70. Et un jour, moi, j'étais déjà étudiant à ce moment-là au Conservatoire de Montréal. Mon père est originaire de Montréal, mais ma mère est de Québec. Alors, finalement, ma mère l'a emporté. On a fini par aboutir à Québec, mais j'ai quand même passé plusieurs années à Montréal. Et en secondaire 5, j'ai fait une découverte qui a, je pense que je peux dire qu'elle a changé ma vie. C'est que j'ai appris par le plus grand des hasards qu'un compositeur québécois dans les années 1790 avait composé 2 opéras. Alors, ce compositeur, c'est Joseph Quesnel. Il y aurait toute une émission à faire sur Joseph Quesnel. Et peut-être 2 ou 3 semaines après cette découverte-là, j'apprends qu'il y a un enregistrement de Colin-Collinette, un des 2 opéras en question. Je me le procure, bien sûr. J'écoute ça, je suis complètement ravi. Moi, j'ai toujours été séduit par la période classique, entre autres. En plus, Joseph Quesnel avait écrit les paroles et la musique de son opéra, donc ça ajoutait au personnage, donc il était aussi poète. Et j'ai réalisé aussi que le manuscrit était conservé aux archives du Séminaire de Québec. Alors, du haut de mes 16 ans, je suis parti, j'ai pris l'autobus de chez moi, je me suis en allé aux archives du Séminaire, j'ai trouvé les manuscrits de Colin-Collinette et de Lucas et Cécile. Et à partir de ce moment-là, mon intérêt n'a pas décru. Il s'est étendu, en fait, à l'ensemble de la musique au Québec. J'ai suivi les cours aussi de Mme Juliette Bourassa-Trépanier. Marie-Thérèse, tu connais sûrement Juliette, qui est toujours vivante, hein, qui doit avoir 102 ans. Oui, oui. Oui, c'est absolument hallucinant. Et pour ce que j'en sais, elle est encore toute là. Et Juliette, elle était très organisée, très structurée et tout. Et elle arrivait à nous faire aimer même les compositeurs les plus rébarbatifs. Ça a été aussi quelque chose de très bien. Et Mme Bourassa, Juliette Bourassa, faisait partie de l'équipe de Lucien Poirier, malheureusement décédé aujourd'hui, prématurément dans son cas, qui avait lancé une vaste étude des journaux, de dépouillement des journaux sur l'histoire de la musique au Québec. Et je me suis mis à m'y intéresser. M. Poirier et Mme Bourassa m'ont laissé consulter leurs documents et de fil en aiguille, j'ai pu lâcher. Et en 2002, l'Orchestre symphonique célébrait ses 100 ans
l'Orchestre symphonique de Québec, bien sûr. On avait évoqué la possibilité d'écrire un livre sur le 100e anniversaire de l'orchestre. Donc, ça a fait que moi, j'ai accepté de le faire, bien sûr. Et ça fait en sorte que j'ai ratissé encore plus large parce qu'on en vient à apprendre toutes sortes de choses. Quand on fait une recherche, hein, on n'est jamais embarqué sur une voie qui prend une seule direction. Et bon, bien sûr, le fait d'avoir participé, je voulais finir avec ça, à l'équipe de recherche de la chronologie musicale de Marie-Thérèse, a ajouté aussi énormément à ma culture de la vie musicale à Québec. Ouais. Vous avez tous les deux évoqué divers éléments de la vie musicale avant justement cette période-là. Joseph Quesnel, la formation de l'Orchestre symphonique, les recherches que vous avez menées dans le cadre de la chronologie musicale du Québec. Juste pour mettre la table avant qu'on commence à explorer cette période qui est la première moitié du 20e siècle, à quoi ressemble la vie musicale au Québec à la fin du 19e siècle lorsqu'on entre dans cette période-là? D'abord, il faut parler de 3 compositeurs qui ont vraiment contribué au développement, qui étaient Guillaume Couture, qui a même fondé un tout premier orchestre symphonique de Montréal à l'époque, Alexis Contant, l'un des premiers compositeurs professionnels, et Achille Fortier, qu'on découvrira beaucoup plus tard grâce au pianiste Régent Coilier, qui a fait connaître ce compositeur. Mais si on veut dresser un portrait très global, général, on peut parler de 2 grandes dynasties familiales, la famille Le Tondal à Montréal et la famille Gagnon à Québec. Je vais parler de la famille Le Tondal et on va voir un peu les liens entre les deux. Donc, Paul Le Tondal, originaire de France, qui s'installe au Québec au milieu du 19e, qui a comme enfant, comme premier fils, Arthur Le Tondal, qui va devenir un professeur éminent à Montréal, professeur de piano, professeur d'orgue, qui lui-même va avoir 2 enfants, Paul, qui deviendra médecin, mais qui est le père de Ginette et Lucienne, 2 comédiennes qui ont fait leur marque au Québec, et Henri Le Tondal, qui va devenir un animateur incroyable du côté de l'opérette, de la radio, du théâtre. Et donc, c'est une famille importante qui donne un bon portrait de ce que pouvait être le milieu culturel à Montréal. Et il y a la famille Gagnon. Alors, Bertrand, je te laisse aller là-dessus. Bien sûr, les Gagnons sont un peu les Bacs de Québec, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a eu les 2 grands frères et le fils ou le neveu. Alors, dans l'ordre, Ernest, Gustave et Henri. Tous les 3 ont occupé la tribune de l'orgue de la cathédrale de Québec pendant un siècle. Dans les années, ils sont montés là en 1860 et en sont redescendus en 1961 au moment de la mort d'Henri Gagnon, tout simplement. Et cette famille, elle a été effectivement extrêmement importante. Ernest, pour donner une petite idée, c'est un ancêtre de Bartók en quelque sorte, c'est-à-dire un ancêtre spirituel, puisque c'est un des premiers ethnomusicologues. Alors, l'ethnomusicologie est une science relativement récente, mais Ernest a fait un travail de pionnier exceptionnel. Ses chansons populaires du Canada français, c'est un titre banal comme ça, mais c'est extraordinaire tout ce que ça comporte, et c'est d'une rigueur étonnante pour l'époque. Ça a connu, si je ne me trompe pas, une dizaine d'éditions. Édition et réédition. Et si vous lisez, par exemple, parce que tout est relié, hein, bien sûr, si vous lisez Les Anciens Canadiens, entre autres choses, de Philippe Aubert de Gaspé, vous allez voir des extraits de chansons, mais Philippe Aubert de Gaspé ne cite jamais ces mélodies. Alors, vous ne les connaissez pas, ces mélodies-là, vous sortez le livre de Gagnon et vous allez les trouver. Donc, il y a une complémentarité ici qui est particulièrement intéressante. Mais il n'y a pas évidemment que les Gagnons. D'abord, Ernest Gagnon, en passant, est lui-même compositeur, il est promoteur musical, il est le responsable. Enfin, bon, il y a toute une histoire autour de ça et c'est sa fille Blanche qui le raconte, donc on pourrait nuancer, mais il est le premier responsable du Haut-Canada, du chant au Canada, dont on ne parlera pas trop parce que c'est quand même une œuvre mineure malgré tout. Son frère Gustave
était lui-même compositeur et Henri également. Henri a commencé à composer très, très jeune. Il y a des petits bijoux d'Henri Gagnon qui ont été écrits alors qu'il avait à peine 14 ans. Et la vie musicale, c'était pas seulement les animateurs locaux, c'était aussi les compagnies d'opéra qui voyageaient et qui pouvaient passer des jours, des semaines entières à Québec ou à Montréal, parce que souvent les deux villes étaient sur un même itinéraire. En 1902, Québec voit la fondation de son orchestre symphonique. Déjà en 1891, on avait fondé le Club musical des Dames, qui est un organisme de diffusion de la musique. On engage des grands solistes et puis on les produit, etc. En fait, il se passe beaucoup de choses. Et il y a aussi la composition, il y a les Gagnons, mais il y a aussi la famille Les Tourneaux à Québec qui va se faire une bonne place. C'est les autres bacs de Québec, disons ceux-là. Mais il faut ajouter à cela que la sœur d'Ernest va épouser Paul Le Tondal, si bien que Montréal et Québec sont unis par les liens du sang, du moins à cette époque-là. Et donc, il y a aussi peut-être, j'ajouterais, une troisième dynastie, mais qui est plus montréalaise, c'est la famille Pelletier. Il y a Romain-Octave Pelletier, qui va être vraiment un grand pédagogue de la fin du 19e, mais son fils, Frédéric Pelletier, va devenir le critique musical pendant 40 ans et plus, d'abord au journal Les Débats, et ensuite, il devient le critique musical du journal Le Devoir, de 1917 à 1944. Son fils, Romain-Octave II, ou Junior, va prendre le relais de la critique de son père dans les années 40. Donc, c'est énormément concentré à travers ces familles-là. Et bien sûr, comme Bertrand le disait, il y a toute la vie sociale, la vie des orchestres et surtout de l'art lyrique qui est très important aussi. Il faut ajouter également la présence d'impresarios. Il y a de plus en plus d'impresarios à Montréal et à Québec. Et certains impresarios qui sont installés à Montréal ont la gentillesse de nous refiler à Québec des artistes qui produisent sur place. Alors, on en est bien contents. Et grâce à ça, Québec et Montréal ont reçu les plus grands. Vraiment, Yann Koubélic, Jeanne Isaïe. Puis là, je parle d'artistes du tout début du 20e siècle. Montréal a reçu Mascagni, entre autres choses. Nous, on a eu Léo Schlézac, entre autres. Il y a plein d'anecdotes sur Léo Schlézac, qui est un très grand ténor. Enfin bref, j'aurais envie de dire, il y a Toscanini aussi qui est venu diriger l'Orchestre de la Scala à Québec. Alors, on n'était vraiment pas en reste par rapport au reste du monde. C'est quand même fascinant et ça tranche avec des fois l'image qu'on peut avoir d'une vie musicale qui prendrait son essor un peu plus tard. Mais c'est ça, je ne vous ai pas entendu parler des lieux de formation musicale. Si effectivement, il y a un dynamisme qui est quand même assez important du côté des artistes étrangers qui viennent et de quelques familles qui sont quand même assez importantes, les lieux de formation musicale, selon ce que j'en sais, ça va prendre un petit peu plus de temps avant qu'ils se structurent davantage. À quoi est-ce qu'ils ressemblent dans les premières décennies du 20e siècle? Bon, il faut dire que l'enseignement de la musique est un lieu de convoitise parce que c'est aussi une façon de gagner sa vie et pour les institutions religieuses également, ça permet de, disons, renflouer les coffres un peu pour les collèges classiques qu'elles ont également sur leur responsabilité. Et donc, à la fin du 19e et même au milieu du 19e, il y a tellement de professeurs de à peu près tous les niveaux que certains musiciens professionnels vont souhaiter mettre un peu d'ordre à l'intérieur de ces activités-là. Et donc, la toute première organisation sera l'Académie de musique de Québec, qui va devenir du Québec. Mais je laisserai Bertrand peut-être juste présenter brièvement l'Académie de musique de Québec et son rôle. Très brièvement, parce que, en fait, d'abord, elle existe toujours. L'Académie, en fait, est un organisme de promotion de la musique, en quelque sorte. Alors, Marie-Thérèse, c'est ça, tu disais qu'il fallait mettre un certain ordre là-dedans. Donc, il y a des musiciens de Québec qui se réunissent pour former cette association-là, qui va donc assurer une promotion, un encadrement, une animation de la musique et qui, en 1911, établit quelque chose qui est
essentiel dans l'histoire. Marie-Thérèse, tu me vois venir, bien sûr, d'abord parce que j'ai donné l'année, le fameux Prix d'Europe. Alors, le Prix d'Europe, qui est une bourse extrêmement importante, qui est accordée à un lauréat par année depuis 1911, qui permet à un étudiant particulièrement brillant de se perfectionner en Europe. Mais avant ça, Marie-Thérèse a mentionné les institutions religieuses. Et effectivement, quand on voulait apprendre la musique au 19e siècle, fin 19e siècle, c'est très souvent dans les institutions religieuses qu'on retrouvait les professeurs. Il y avait aussi des professeurs privés. Je pense entre autres déjà au 19e siècle à Québec à Antoine Dessalles, qui avait été formé, c'est un Français, il avait été formé au Conservatoire de Paris, à la même époque d'ailleurs que César Franck et Jacques Offenbach. Donc, l'affaire ici, on voit quand même que c'était une formation qui avait de l'étoffe. Et ces gens-là, en s'installant à Québec et à Montréal, puisqu'il y en a qui ont choisi Montréal aussi, bien sûr, vont importer en quelque sorte leurs compétences et contribuer à former une deuxième génération en quelque sorte qui, à son tour, va pouvoir essaimer et avoir des élèves très brillants. Oui. Et à partir du début du 20e siècle, là, les universités, déjà formées, entre autres l'Université McGill, vont vouloir réorganiser un peu l'enseignement sur des bases plus solides. Et en 1904 est fondé le Conservatorium of Music de l'Université McGill. Et peu de temps après, l'année suivante, Alphonse Lavallée-Smith va voir l'évêché pour dire, écoutez, les Anglais ont déjà leur conservatoire, ce serait important qu'on ait le nôtre. Et donc, il y aura la création d'un conservatoire national de musique qui sera sous l'égide du clergé. Et ici, il faut mentionner que contrairement à McGill, ce conservatoire sera payant. Il faut attendre 1942 pour avoir vraiment un conservatoire d'État qui sera offert gratuitement aux meilleurs élèves. Donc, il y a ces deux conservatoires qui vont fonctionner pendant une certaine période. Et ensuite, là, il faut attendre 1920 où on voit plusieurs compositeurs qui vont aller étudier en Europe. Je pense à Claude Champagne, Eugène Lapierre, Auguste Descaries. Il y en a plusieurs qui vont être en Europe à ce moment-là. Mais on voit déjà se dessiner des parcours différents. Claude Champagne sera plutôt, il reçoit des cours de contrepoint et d'harmonie par des professeurs du Conservatoire national de Paris et donc va pouvoir étudier la structure de ce conservatoire, alors que Eugène Lapierre, lui, va plutôt se diriger vers l'école de Vincent d'Indy, la Schola Cantorum, et donc vouloir apporter une structure très différente, plus orientée vers la musique religieuse. Or, Eugène Lapierre est un peu l'ancien étudiant d'Édouard Montpetit, lequel est à ce moment-là secrétaire de l'Université de Montréal. Alors que Claude Champagne, lui, se dirige vers l'orientation d'un concert gratuit et en discute avec Athanase David à ce moment-là. Et donc, les deux reviennent à Montréal en 1928-1929 et chacun de leur côté va vouloir prôner la structure qu'ils ont vue, qu'ils ont pu étudier en Europe. Donc, Eugène Lapierre s'oriente du côté de l'Université de Montréal, qui, elle, cherche à obtenir les affiliations de différentes institutions religieuses pour pouvoir renflouer les coffres de l'université, qui est pas mal en point à ce moment-là. Et Athanase David, lui, souhaiterait plutôt prôner le conservatoire d'État, mais ça va prendre un certain temps avant que les choses se mettent en place. Il y a donc deux structures différentes qui s'organisent sur le côté francophone et à travers ça, vous avez justement ce que Bertrand disait, les institutions religieuses
Donc, chacune est surtout féminine, et donc, chacune de ces institutions qui possèdent un collège classique féminin a besoin de rentrer d'argent et crée une école de musique supérieure qu'elle associe à ses collèges classiques. Chez les Sœurs de Sainte-Anne, ça sera éventuellement Auguste Descaries qui ira enseigner. À l'école Vincent d'Indy, c'est Léopold Morin et Claude Champagne, et ainsi de suite. Alors, le portrait va rester très litigieux, très conflictuel, jusqu'à la création du conservatoire et de la faculté de musique de l'Université de Montréal, les deux étant en conflit lors de leur création et de leur histoire au début, en tout cas dans les années 40 et 50. Alors voilà un peu comment ça se passe. C'est un peu la même chose à Québec, c'est-à-dire qu'il y a la fondation de ce qui est aujourd'hui la faculté de musique de l'Université Laval, qui a lieu en 1922. Et quand en 1942, Hector Périer annonce, enfin le gouvernement d'Adélard Godbout annonce la création des conservatoires, la faculté de musique, qui était une école de musique à l'époque, rattachée donc à l'Université Laval, ne voit pas d'un très bon œil la mise sur pied d'un conservatoire à Québec. On pense évidemment que ça va diluer les forces, etc. Enfin, on a les arguments qu'on peut imaginer, bien sûr, surtout dans une ville de la taille de Québec, on se disait, est-ce qu'on est capable de faire vivre deux établissements de cette envergure-là? Mais finalement, ça va marcher. Ce qui est très ironique dans tout ça, c'est que les premiers locaux du Conservatoire de Québec seront précisément à l'École de musique de l'Université Laval. Ça ne va pas durer longtemps. Là. Au bout de 2 ans, ils vont avoir trouvé un local à eux, mais ils cohabitaient au début. Mais avant ça, dans les années, au début du 20e siècle, il y avait eu quelques tentatives. Alors, il y a un personnage colorée à souhait. Il faudrait aussi faire une conférence sur elle. Une certaine Adine Fafard, qui vient de Lillet. Lillet, alors c'est la ville natale ou le village natal de Lynne Fortin également. Donc, on a vu des grandes cantatrices naître là-bas. Madame Fafard, c'est une excellente chanteuse. Elle se rend à Paris après être devenue veuve. Elle est devenue veuve extrêmement jeune. Elle a été mariée 2 ans, je crois. Ça a vraiment été très, très court. Elle se rend à Paris. Elle fait la connaissance de plusieurs musiciens marquants de la ville, et notamment de Jules Massenet. Alors, je ne sais pas si notre auditoire connaît un peu les grands compositeurs, mais Massenet, c'est le grand compositeur français de la fin du 19e siècle, de la même manière, dans le domaine de l'opéra, de la même manière que Puccini est le grand compositeur en Italie, que Richard Strauss est le grand compositeur en Allemagne. Et tous les trois vont écrire des opéras à peu près en même temps et tout. Et Massenet va proposer à Adine Fafard de créer le rôle de Dulcinée dans Don Quichotte en 1910. Et c'est tout dire. On possède des lettres de Massenet, d'ailleurs. C'est pas des élucubrations. C'est pas elle qui s'est mise à raconter ça comme ça pour se rendre intéressante. Elle était très bonne pour ça, cela dit, hein, parce qu'elle avait tout un caractère. Mais oui, j'ai rencontré quelques personnes qui l'ont connue puis qui m'en ont parlé, parce qu'elle est morte en 1963. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais Adine Fafard va réussir, à force d'énergie, de conviction, à fonder son propre conservatoire, qu'on appelle le Conservatoire d'art vocal et instrumental, qui est entièrement payé par le gouvernement du Québec. Alors, elle revient à Québec en 1909 et réussit à convaincre le maire Gouin, l'équipe de le maire Gouin, de subventionner son conservatoire. Il y a d'autres personnages. Il y a le docteur Dussault. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus anecdotique, mais tout de même, le docteur Dussault, Jean-Octave Dussault, qui est le grand-père de la journaliste Anne-Marie Dussault, entre autres choses, qui met sur pied aussi une espèce de conservatoire. En fait, lui, son intention, c'est surtout de faire la promotion d'œuvres. Alors, il monte une grande opérette ou un grand opéra chaque année. Et il y a également François-Xavier Mercier avec sa femme. Alors, et François-Xavier Mercier, c'est un grand ténor. Là. Il a chanté Guillaume Tell en France. Il a été l'élève, entre autres, du créateur de Escamillo, le toréador, dans Carmen. Donc, c'était pas n'importe qui. Là. Il revenait d'Europe avec sa jeune épouse et ils ont fondé ici une école qui a marché jusqu'à la mort de l'épouse en question en 1967. Donc, on enseignait de toutes les façons possibles. Et on a eu d'excellents élèves qui ont fait honneur au pays. Alors, le prix d'Europe,
quand il a été attribué, mais il était attribué à des musiciens qui étaient déjà très compétents et il était attribué par des gens qui eux-mêmes l'étaient compétents. Hmm. Et si on va maintenant du côté, bon, peut-être un petit peu plus de la vie musicale de chacune des deux villes, vous nous avez parlé, bon, de dynasties qui sont présentes dans les deux, vous nous avez parlé, bon, d'écoles de musique qui naissent autour de certaines figures, mais si on regarde un petit peu plus, de manière un peu plus large, la vie musicale à Montréal, la vie musicale à Québec, dans la première moitié du 20e siècle, ça a l'air de quoi? Qui en sont les principaux animateurs, outre, bon, les personnes que vous avez nommées jusqu'à maintenant? Elle était très, très dynamique, cette vie musicale, parce que, entre autres, dans les années 20, pendant que plusieurs compositeurs étudiaient à Paris, il y avait toute une activité, surtout autour de la Société d'opérette de Montréal. L'opérette était très en vogue. C'était une façon vraiment de faire passer la musique classique, en guillemets, mais d'une manière plus conviviale, disons un peu plus, avec un répertoire plus accessible jusqu'à un certain point. Et parmi ceux qui sont revenus et qui vont contribuer à l'animation dans les années 30, mais même dans les années 20, il y a Léopold Morin qui est très important, non seulement par ses critiques, mais par les conférences qu'il donne, les récitals et tout. Donc, il y a Léopold Morin, il y a Auguste Descaries qui va créer l'entraide, Auguste Descaries, pour faciliter l'expérience du concert pour ses propres élèves. Il y a Gérard Gamache qui va fonder le Club musical et littéraire de Montréal qui offre des conférences, des causeries. Il y a Rodolphe Mathieu qui fonde les Soirées Mathieu en faisant venir des interprètes et en organisant des conférences contradictoires, comme il les appelait, c'est-à-dire proposer un sujet avec deux conférenciers aux vues complètement différentes sur un même sujet, donc pour provoquer un peu la discussion. Il y a Wilfrid Pelletier qui est là, qui commence dans les années 30 à créer avec la Société des concerts symphoniques de Montréal les matinées symphoniques, donc de rejoindre les jeunes étudiants, les jeunes amateurs. Il y a Douglas Clark qui, de son côté, fonde le Montreal Orchestra au début des années 30 et un peu plus tard, il y aura l'extraordinaire animateur qui était Jean Valran, qui va être au tout début de la fameuse émission Radio Collège, mais on parlera de la radio un petit peu plus tard. Et à Québec? Oui, à Québec, il se passe beaucoup de choses aussi. Il y a les salles dont on parlera certainement, mais le fait d'avoir une belle grande salle, ça favorise bien sûr la diffusion. Et j'ai parlé tout à l'heure, alors Marie-Thérèse a commencé avec les opérettes. J'ai parlé des troupes d'opéra. Les troupes d'opéra, il en vient au Québec. À Montréal, ça a commencé dans les années 1840. À Québec, il a fallu une salle capable de les accueillir. Et cette salle, ça a été le Music Hall de Québec, qui était sur la rue Saint-Louis, tout près du Château Frontenac actuel. Il y en a toujours eu un seul, de toute façon. Et cette salle, elle a été inaugurée en 1853. Mais elle comprenait tous les équipements nécessaires, une fosse d'orchestre, entre autres choses. Et à partir de ce moment-là, les troupes d'opéra n'ont cessé de défiler. Mais il faut s'imaginer, parce que pour les jeunes générations, même les nôtres, on ne sait pas ce que c'est qu'une troupe d'opéra. Une troupe d'opéra, là, ça réservait 2 wagons de train et ça parcourait toute l'Amérique. Ça pouvait arriver, ces gens-là pouvaient arriver d'Europe. Là, il y en avait aux États-Unis, mais il y en avait en Europe aussi. Les premières venaient d'Europe. Et elles s'installaient pendant toute une semaine et pouvaient donner jusqu'à 10 représentations. Il y a même une troupe qui est venue à Québec en 1903, qui est restée de février à la fin avril. Et ils ont fait 3 mois complets et ils donnaient opéra et opérette. Et quand je dis opéra, là, on parle d'ouvrages colossaux comme Les Huguenots de Meyerbeer ou Guillaume Tell de Rossini, qui est quand même le plus long opéra. Bon, il devait y avoir des coupures, mais et déjà dans les années 1850-60, on jouait les œuvres nouvelles qui venaient d'Europe. Je pense entre autres à Il Trovatore ou La Traviata, qui ont tous les deux été créés en 1853. Mais ils ont été joués à Québec en 1859.
6 ans après leur création mondiale. Et je nomme ces deux-là parce que c'est des ouvrages particulièrement connus, mais je pourrais en citer d'autres. Donc, imaginez si ça faisait déjà plus de 40 ans qu'il y avait des troupes d'opéra qui venaient à Québec. Au début des années 1900, bien, ça a continué. La dernière troupe est venue en 1944. Alors, vous aviez l'embarras du choix. En 1903, là, j'ai fait un calcul parce qu'il y a d'autres troupes qui sont venues la même année. Il y avait un soir sur 3 où il y avait de l'opéra à Québec, de l'opéra ou de l'opérette. Un soir sur 3. Donc, une centaine de représentations qui ont été données dans l'année. Alors, ça bougeait vraiment beaucoup de ce côté-là. C'est drôle parce que pendant que tu parlais, Marie-Thérèse, il y a quelque chose qui m'est venu. On n'a pas parlé des associations de musiciens. On a évoqué l'Académie de musique, bien sûr, mais dès les années 30, se forme à Québec l'Association des musiciens de Québec. Donc, un premier syndicat, si on veut, de musiciens qui entendent faire valoir leurs droits de musiciens, leurs droits de travailleurs, en quelque sorte. Et ça aussi, à partir du moment où des syndicats se forment, ça montre bien le dynamisme d'un domaine quelconque. Tout à fait. Et il y a des compositeurs aussi, bien sûr. Alors, tu parlais de certains compositeurs à Montréal, de la Société d'opérette. Il y a Omer Letourneau à Québec qui compose des opérettes. Déjà au 19e siècle, il y avait eu Célestin Lavigueur. Au tournant du siècle, il y a Joseph Vézina, le fondateur de l'Orchestre symphonique, qui compose 4 opérettes. Il y en a une qui est inachevée, dont une sur un livret de Félix Gabriel Marchand. Alex pourrait nous en parler. Donc, il se passe quelque chose, ça bouge. Il y a Ulrich Voyer également, compositeur qui écrit des opéras, dont l'intendant Bigot. Enfin bref, ça bouge et ça bouge de toutes sortes de façons. C'est moins structuré que ça va l'être à partir des années 50. C'est un petit peu ça le problème. Il y a des institutions, mais ce n'est pas aussi solidement établi. Par contre, on ne manque pas d'activité. Alors, il peut y avoir des trous, c'est un peu inégal. Il y a des moments où il se passe beaucoup de choses et tout d'un coup, il y a des périodes un petit peu plus creuses, alors qu'à partir des années 50, mais par contre, voyez-vous, à partir de la fondation de l'Orchestre symphonique et du club musical, bien, il y a déjà ces deux institutions-là qui sont majeures et qui ont une régularité d'activité, si vous voulez, freinée un peu par la guerre, des choses comme ça. Mais quand même, le club musical de Québec, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a reçu les plus grands artistes, là. Arthur Rubinstein, Rudolf Serkin, Mady Mesplé, pas Mady Mesplé, Mado Robin, Emma Calvé, enfin bref, les grands noms. On n'a pas parlé non plus d'Emma Alpani, la grande chanteuse québécoise, qui est venue à Québec, qui a chanté devant des milliers de gens au manège militaire, etc., etc. Oui, mais c'est parce qu'Alex nous a donné seulement 1 heure. Et oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on pourrait rajouter à ça le Ladies Morning Musical Club de Montréal, la même chose qui existe toujours aujourd'hui, tout comme on pourrait parler de la musique de chambre avec le Quatuor du Bois qui a été présent durant toute la première moitié du 20e siècle. Il y avait énormément d'activités et compte tenu que les modes de divertissement étaient quand même moins nombreux qu'aujourd'hui, ça permettait aux gens justement de pouvoir se rencontrer à travers ces différents concerts et organisations. Et il y avait beaucoup de lieux où on pouvait les entendre. Et justement, puisqu'on en parle des lieux, parlons-en. Bertrand Guay a évoqué le musical de Québec qui a eu un impact majeur sur les représentations qu'on a pu avoir à Québec. Il y avait plus d'opéras qui étaient présentés à l'époque à Québec et à Montréal qu'il y en a aujourd'hui. Ce qui est quand même assez considérable quand on y pense. Et bon, c'est ça, pas les moindres, des opéras quand même de grande importance. On a monté le Vaisseau fantôme à Québec récemment, mais ça remonte, on l'avait déjà monté au début du 20e siècle, si je ne m'abuse. Ouais. Le Vaisseau fantôme. On avait monté Parsifal quand même. C'est probablement l'opéra qui a le plus d'envergure chez Wagner. Là. Puis en plus, c'est une œuvre austère et tout. Et pourtant, la salle était pleine. Et c'est en 1905. Ah ouais. Quand même. Il y avait déjà eu un festival Wagner en 1884 organisé par Guillaume Couture. Bon, c'était des versions concerts, mais n'empêche que c'était quand même de la musique importante qui était déjà connue, contemporain des compositeurs. C'est pas 50 ans après, on n'était vraiment pas dans le Grand Noirceur à ce moment-là. En fait, l'expression Grand Noirceur vient de l'ignorance des gens, beaucoup plus que
Mais pour parler des salles, des lieux, il y en avait partout dès la fin du 19e, même avant. On parle des hôtels, par exemple. La salle Windsor, la salle de l'hôtel Windsor, la salle de l'hôtel Mont-Royal était très courue. Et que dire de la salle Tudor qui appartenait au magasin Ogilvy et qui a été là jusqu'au début des années 60. Les cinémas, Orpheum, le théâtre Saint-Denis, à partir du moment où le cinéma prend de plus en plus de place, bon, ben, c'est sûr que les concerts vont avoir lieu après les présentations cinématographiques. Donc, si les concerts ont lieu à partir de 10h ou 11h le soir, l'une des grandes salles de Montréal jusqu'aux années 60, c'était le His ou Hers Majesties, où il s'est passé des choses absolument incroyables à ce moment-là. Et si on élargit un peu, il y a des lieux publics comme le Parc Sommaire qui recevait des ensembles, des orchestres, des fanfares, des harmonies. Le Forum de Montréal a été le lieu de plusieurs grands spectacles de musique classique. Et la salle Saint-Sulpice à Montréal, qui a reçu énormément, qui appartenait à la bibliothèque Saint-Sulpice. Et finalement, l'auditorium Le Plateau, qui a été le lieu des concerts jusqu'à la création de la Place des Arts en 1963. Donc, il se faisait beaucoup de musique et il y avait beaucoup d'endroits pour en faire. Et je ne parle pas des salons, des salons privés. C'est ça. À Québec, il y avait plusieurs salles, effectivement, mais bon, il y avait des petites salles, Tara Hall, entre autres choses. Mais comme on avait la grande salle de Music Hall, que les francophones baptisaient salon de musique, salle musicale, enfin, on n'a jamais eu de nom officiel pour cette salle-là. Elle a brûlé en 1900, alors celle-là suffisait pas mal à la tâche, même si on donnait des concerts ailleurs aussi. Et puis, la taille de la ville ne justifiait pas qu'il y ait autant de salles, mais il y avait quand même la salle des promotions de l'Université Laval, qui existe toujours, une très belle salle dans l'ancienne Université Laval, dans le Vieux-Québec, qui a reçu l'orchestre symphonique, entre autres, à plusieurs reprises et tout. Mais quand la salle de musique, ou le Music Hall, a brûlé en 1900, le maire de Québec de l'époque, Simon-Napoléon Parent, qui allait devenir premier ministre quelques mois plus tard, s'est dit, premier ministre du Québec, je précise, il s'est dit, ben alors il faut doter, puis c'est un constructeur, hein, Parent, c'est vraiment là, un bâtisseur, il y a énormément de bâtiments de Québec qu'on lui doit. Il s'est dit, Québec aura une salle à sa hauteur, ce sera une salle grandiose, et le Capitole, à l'origine, qui s'appelait l'Auditorium, parce qu'on avait cherché un nom qui pouvait satisfaire les deux communautés, alors qui existait et en français et en anglais, mais qui venait du latin au départ. Donc, ça faisait final. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce que Famous Players achète l'auditorium. C'est devenu le Capitole. Mais ce Capitole, on va l'appeler le Capitole pour simplifier, il comportait quand même à l'origine 2000 places. C'était quand même une très, très grande salle avec 2 grands balcons, une fosse d'orchestre, il y avait vraiment l'équipement moderne. Et la façade avait été particulièrement... bon, je sais qu'on sort un petit peu du domaine de la musique, mais la façade est très belle parce que on avait un soin, on voulait tellement que ce soit une belle salle qu'on soignait tous les détails comme ça. Alors, c'est une façade en demi-cercle ou en quart de cercle, parce que le jeune architecte, qui n'avait que 27 ans d'ailleurs, souhaitait que la salle soit visible de plusieurs endroits. Il avait remarqué qu'elle était au bout de la rue Saint-Jean. Donc, on soignait tous les détails comme ça. Alors, l'inauguration du Capitole, ça a été un grand événement et ça a été un des premiers grands concerts de la Société symphonique de Québec, qui est devenu, quelques années plus tard, l'Orchestre symphonique de Québec et donc qui existe toujours. Et dans ce Capitole, on a produit tout ce que vous pouvez imaginer. Yvette Guilbert chantait au Capitole comme l'Orchestre symphonique ou comme les compagnies d'opéra ou comme les grands artistes, les grands solistes dont je ne veux pas faire de name dropping parce que ça finit par être lourd, mais quand même. Et quelques années plus tard, quand Famous Players achète le Capitole pour en faire un cinéma, ça ne coûte pas cher, hein, produire un film. Vous louez une bobine, vous la mettez là, vous chargez un prix d'entrée, puis ça y est, vous faites des profits. Alors que produire un opéra, c'est autre chose. On a construit juste en face une salle rivale, mais complémentaire, qui est le Palais Montcalm, qui a été rénové il y a une quinzaine d'années à grands frais et pour
bien-être ou le bonheur de tous les musiciens de Québec. Mais ce palais Montcalm, ça faisait plusieurs années qu'on le réclamait et tout. Et c'est la crise de 1929 qui va être à l'origine de sa construction parce qu'on a entrepris très souvent, comme à New York, l'Empire State Building ou d'autres bâtiments célèbres, on a voulu remettre les gens au travail et ben voilà, on a érigé ce bâtiment art déco, d'ailleurs, très élégant dans sa simplicité et qui domine la place du Ville, alors qu'il fait contrepoids en quelque sorte au Capitole. Et on y a donné énormément de concerts, on a reçu des grands solistes, on a donné des opéras, etc., etc. Alors, bref, ça bougeait dans de très belles salles. Et à l'époque, bon, ça bouge aussi sur le plan technologique parce qu'on a une nouvelle invention qui s'appelle la radio, qui va être particulièrement importante pour la diffusion de la musique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bien, on vient juste d'énumérer les différentes salles de concert, mais il faut savoir que ces salles-là coûtaient cher de location et que donc peu d'interprètes et de compositeurs québécois y avaient accès. C'était beaucoup plus pour les étrangers, les grands noms, comme Bertrand a souligné, et les compositeurs et les interprètes québécois étaient un peu demeurés à l'écart de tout ce mouvement-là. Quand la radio va arriver, elle va devenir le refuge d'abord de nos interprètes québécois, que ce soit en théâtre ou en musique. Mais ça commence quand même très timidement en 1922. C'est Jacques Darcis-Cartier qui va fonder le poste CKAC. Mais de 1922 à 1929, il y a énormément de difficultés à trouver des commanditaires pour acheter des plages horaires. Et donc, il va céder son temps d'antenne aux amateurs, des chorales, des jeunes qui vont passer et qui, justement, vont mousser un peu la promotion de cette nouvelle technologie. Mais en 1929, il y a la construction d'une antenne très spéciale, en tout cas, qui va permettre le rayonnement à grande échelle de la diffusion radiophonique. Et c'est à ce moment-là, à partir de 1929, que la radio va prendre vraiment toute son ampleur et elle va créer à ce moment-là, grâce à l'aide du gouvernement du Québec qui veut avoir une antenne, mais qui ne peut pas se payer un poste radiophonique tel quel, qui va acheter du temps d'antenne pour créer l'heure provinciale, qui va être une émission consacrée à la diffusion justement de la production culturelle québécoise. Et là, il y aura plusieurs interprètes, compositeurs, gens de théâtre. Et il y aura également plusieurs causeries qui auront lieu à ce moment-là, toutes sortes de conférences sur toutes sortes de sujets, jamais très longues, habituellement 15-20 minutes tout au plus, mais qui vont permettre justement une certaine éducation d'un public sur des sujets avec lesquels il était peut-être moins familier. Et après, autour de 1932-33, là, c'est la radio d'État qui va s'installer, donc le gouvernement fédéral qui va vouloir mettre en place un réseau pan-canadien à partir de 32-33 et qui va trouver son aboutissement et sa structure finale en 1937 avec la Société Radio-Canada, qui va ouvrir ses premières émissions éducatives en 1941 avec, entre autres, Radio Collège. Et donc, la radio est vraiment le moteur qui va permettre la diffusion de la création québécoise. Oui, et à Québec, il y a une chose amusante, Marie-Thérèse, tu parlais de la formule conférence, etc. À Québec, depuis 1904, l'Orchestre symphonique, la jeune Société symphonique, s'était associée avec la Société du parler français, fondée par Adjutant Rivard, le père de l'autre, d'Antoine Rivard, de drôle de mémoire, parce qu'il s'est fait répondre par Duplessis. Donc, Adjutant Rivard avait eu l'idée d'inviter l'orchestre symphonique
à ponctuer en quelque sorte les soirées de conférences qui avaient lieu. Justement, j'ai parlé de la salle des promotions. Alors, à la salle des promotions de l'Université Laval. Alors, on donnait une petite conférence de 15 ou 20 minutes. Alors, il y avait toutes sortes de sujets. On invitait des gens intéressants, en plus, comme je pense entre autres à Benjamin Sult et des gens de ce calibre-là. C'était pas des conférenciers invités là, de paroisse. C'était vraiment des gens qui avaient de la stature. Et on ponctuait ça de pièces musicales. Donc, l'orchestre avait une tribune supplémentaire. Et cette même formule, elle va être récupérée, je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, ça ressemble quand même beaucoup à ça, par l'heure provinciale, qui était d'ailleurs, je crois, écoute, je dis ça de mémoire, mais il me semble que c'était animé par Henri Letondal. Est-ce que ça se peut? En tout cas, c'était réalisé par Édouard Monti. C'est Édouard Monti qui encadrait tout ça. Et donc, à partir des années 30, ça se faisait est-ce que c'était à la salle des promotions? Parce qu'à partir de l'inauguration du Palais Montcalm en 1932, on va faire ça à partir du Palais Montcalm. Et donc, les conférenciers venaient et les orchestres faisaient la même chose. On avait une courte conférence et on enchaînait ça avec une pièce musicale. Puis, il pouvait y avoir une deuxième conférence et on reprenait quelques pièces. Et quand j'ai fait mon livre sur l'orchestre symphonique, j'ai trouvé des lettres dans les archives de l'orchestre, des lettres qui venaient des États-Unis, parce que ces émissions-là étaient relativement bien diffusées. Ça dépassait les frontières. Et donc, les Américains écoutaient l'heure provinciale et donc réagissaient. Et quand la CCR, c'est-à-dire la Commission canadienne de la radio, l'ancêtre de la CBC, a été établie, bien là, les concerts, ils étaient diffusés d'un océan à l'autre, c'est-à-dire de Halifax à Vancouver. Il ne faut pas oublier que Terre-Neuve ne faisait pas encore partie de la Confédération dans ces années-là. Donc, l'Orchestre symphonique de Québec et d'autres étaient entendus coast to coast, là, si vous me passez l'expression. Donc, encore là, c'était un organe de diffusion exceptionnel qui faisait en sorte que le Canada tout entier savait qu'il y avait des organismes de promotion musicale extrêmement vivants et extrêmement dynamiques. Et parlons justement de ce dynamisme-là. Dans la chronologie musicale du Québec que vous avez rédigée ensemble, vous parlez de cette période comme celle où on voit l'émergence, je vous cite, l'émergence du statut professionnel de compositeur. Qu'est-ce qui vous amène à affirmer cela? Parce que, bon, jusqu'à maintenant, on a parlé, de quelques écoles, on a parlé, de quelques interprètes, de salles, mais on ne peut parler de composition. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus, puis qu'on parle de cette musique québécoise qui naît et de cette émergence, en fait, du statut professionnel de compositeur. Je pense notamment à Rodolphe Mathieu, par exemple, que Marie-Thérèse Lefebvre connaît bien. Oui, tout à fait. C'est une période difficile pour les compositeurs. Ils reviennent, plusieurs étudient en Europe, ils reviennent. Les emplois sont difficiles, mis à part quelques-uns qui vont trouver un emploi plus permanent en enseignant les techniques d'écriture, l'harmonie, le contrepoint, la fugue, dans les institutions religieuses féminines, il faut le dire en passant. Pour les autres, la situation était plus difficile, d'autant plus que toute cette période-là, ils écrivent, mais il n'y a pas de maison d'édition. Le gros problème pour les compositeurs à ce moment-là, c'est l'édition musicale. Parce que les revues, je pense à la revue Passe-Temps, par exemple, il y en a d'autres, même certains journaux ont publié quelques partitions, mais c'était toujours des partitions d'œuvres très courtes, 2 ou 3 pages seulement, et qui ne nécessitaient pas trop de fonte musicale. Vous savez, pour écrire la musique, ça prend beaucoup plus de fonte, c'est-à-dire d'empreintes musicales, que pour l'alphabet comme tel. On n'a qu'à penser au dièse, au bémol, au silence, aux différents silences, aux différentes notes, etc. C'est énorme comme exigence pour l'édition musicale. Donc, il y a ce problème-là, si bien que les compositeurs, la plupart de leurs œuvres, jusqu'à 1951, sont restés à l'état de manuscrit. Même Wilfrid Pelletier, quand il a dirigé certaines œuvres,
C'était à partir de manuscrits qu'il le faisait, avec des copistes, bien sûr, mais on n'avait vraiment pas les outils les plus performants pour pouvoir diffuser la musique à cette période-là. Donc, c'est ce qui a mis un frein à la composition. Plusieurs d'entre eux le faisaient durant l'été ou durant les périodes où ils n'avaient pas d'autres choses à faire, mais autrement, c'était la grande difficulté. Mais l'émergence vient du fait qu'ils ont commencé à composer, ils savaient comment le faire, ils ont commencé à être diffusés, ils ont commencé à imaginer les structures qui devaient être mises en place pour qu'après la Seconde Guerre, il y ait un déploiement de la création musicale. Oui, et à partir de ce moment-là, on a eu des éditeurs d'ailleurs qui ont commencé à se... Exact. un petit peu ouais. nos compositeurs. Ouais. Ouais. Je trouve que Marie-Thérèse a dit ce qu'elle avait à dire sur... C'est bien correct. Et c'est la raison aussi pour laquelle on se tourne vers vous deux pour nous parler du sujet. C'est parce que vous vous complétez bien. Et que, bon, sur cette question-là, peut-être que je relancerai Bertrand Guay avec la question suivante. Est-ce qu'on peut parler d'une musique québécoise pour autant? On a de la composition qui arrive à l'époque, mais est-ce qu'il y a un style québécois, si je peux m'exprimer ainsi, qui se dégage, ou est-ce qu'au final, c'est de la musique occidentale, comme il pourrait s'en voir, bon, à Paris ou à Londres ou à la rigueur, bon, c'est ça, en Italie. Donc, est-ce qu'il y a une musique québécoise qui commence à naître avec son propre style, ou est-ce que, bon, on est toujours dans quelque chose d'assez occidental, si je peux m'exprimer ainsi? Moi, je pense que le théâtre de Neptune en 1606, c'était déjà de la musique québécoise, même si ce n'était pas une œuvre, c'est pas une composition là, complète comme peut l'être un an plus tard, l'Orfeo de Monteverdi, mais il s'agit d'une œuvre composée ici. En fait, remarquez que le théâtre de Neptune, c'est un peu une boutade parce que ça a été écrit en Acadie. Mais bon, à partir du moment où une œuvre est écrite au Québec, elle est québécoise. Tous les compositeurs québécois, on les appelle des compositeurs québécois à cause de leur lieu, sinon d'origine, du moins de carrière, là où ils ont fait carrière, là où ils ont agi, là où ils ont œuvré. Et on peut déceler de temps en temps, bien sûr, des citations de folklore, des choses comme ça. Mais au fond, sur le plan technique, qu'est-ce qui distingue, par exemple, la musique allemande de la musique française? On est capable d'aller trouver des détails, bien sûr. C'est sûr que quand on entend les ornements, par exemple, de la musique de clavecin de l'époque baroque, on sait qu'il s'agit de musique française et tout. Mais les techniques elles-mêmes se ressemblent. Et puis les compositeurs, ils sont qui ils sont. C'est-à-dire que une œuvre écrite par François Morel ou par Gilles Tremblay, elle est de François Morel et de Gilles Tremblay, elle n'est de personne d'autre et personne d'autre n'aurait pu l'écrire. Donc, oui, je pense qu'on peut parler d'une musique québécoise qui prend des racines ailleurs. C'est un peu comme la littérature québécoise. On a des écrivains ici, alors qui vont exploiter des thèmes locaux, mais la musique est abstraite, alors c'est difficile d'exploiter un thème local. Alors, est-ce qu'une musique est plus québécoise parce qu'elle cite, par exemple, des airs folkloriques? À ce compte-là, la kermesse canadienne de Benjamin Britten, qui est un compositeur anglais, devrait être une œuvre québécoise et non anglaise. Alors, on peut jouer sur les mots là-dessus de bien des façons. Moi, je suis bien d'accord avec toi, Bertrand, parce que c'est un discours lancinant. La question est lancinante durant toute la période qui nous concerne aujourd'hui et qui est très, très liée au discours nationaliste de l'époque. Donc, Lionel Groulx souhaitait que les compositeurs puissent dans le folklore pour pouvoir écrire. Et en fait, la seule musique qu'on peut identifier dite canadienne, c'est celle qui s'inspire du folklore. Alors, parce que Claude Champagne a toujours défendu cette idée d'utiliser le folklore pour faire une musique canadienne et il l'a utilisé dans ses propres œuvres d'une façon tout à fait remarquable, mais il en demeure pas moins que ce discours était très lié à l'utilisation du folklore. Ce que Rodolphe Mathieu contestera en disant « Oui, mais même le folklore ne nous appartient pas, il est d'origine française. » Alors, je pense que oui, ça a été un discours qui s'est tenu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et,
quelle réception va réserver le public à ces œuvres québécoises-là et quelle réception aussi la critique va réserver à ces œuvres-là? Parce que, bon, on en a parlé tout à l'heure avec les Pelletier dans Le Devoir, mais c'est ça, à cette époque-là, il y a une critique qui naît de façon quand même un petit peu plus structurée au 19e siècle. Lorsqu'on regarde les journaux, bon, il y a des petits entrefilets sur les œuvres, mais c'est ça, à partir de la première moitié du 20e siècle, il y a vraiment une critique plus importante qui se développe. Et donc, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu tous les deux de cette critique-là qui se développe et aussi de la réception qu'elle réserve, elle et le public québécois, à ces œuvres québécoises. À Québec, en tout cas, au début du 20e siècle, les opérettes, entre autres, de Joseph Vézina, connaissent un accueil impressionnant. Ça marche bien. Les gens assistent à ces œuvres-là parce que ce sont des œuvres légères, parce que ça parle immédiatement au public. Il y a de la critique un peu, mais ce sont souvent des amateurs qui font des critiques. Par contre, une fois de temps en temps, je sais qu'en 1903, je me souviens d'avoir vu, bon, il ne s'agissait pas d'une création, mais on avait donné Cavalleria Rusticana de Mascagni, qui est un opéra tout frais à l'époque, et l'auteur de la critique qui avait signé Avant-scène disait avoir la partition sur les genoux. Donc, ça veut dire qu'il savait lire la musique au moins. Et parce qu'on ne sait pas, ces gens-là ne signent pas toujours. Frédéric Pelletier signait, bien sûr, ou en tout cas, on savait que c'était Frédéric Pelletier. Il y en avait quelques-uns, Henri Dutil à Québec, qui avait des bonnes connaissances musicales. Mais en 1948, je crois, l'Orchestre symphonique, sous la direction d'Edwin Bélanger, avait décidé de monter un programme d'œuvres entièrement québécoises. Alors, il y avait du Clermont-Pépin, Léo Roy, des compositeurs donc de la jeune génération, mais il y en avait un peu plus vieux que ça, Josaphat Garnier, entre autres choses. Le public avait été très partagé. Alors, il y avait des gens qui avaient beaucoup apprécié ces innovations-là. Et à côté de ça, il y a des gens qui avaient écrit à l'Orchestre symphonique pour dire que s'ils continuaient de présenter des programmes comme ça, qu'eux, ils allaient cesser leur abonnement. Mais les critiques aussi étaient partagées. Mais les critiques sont prudents. Ils font attention, ils savent qu'il y a quelque chose qui les dépasse peut-être un peu. Et les Françoise Larochelle, par exemple, ou Renaud de la Pointe, qui écrivent dans les journaux de Québec, font attention sans qu'elles marchent sur des œufs. Je dis elles, mais ça aurait pu être des hommes, ils sont Henri Dutil et tout. Donc, il va falloir, la critique, là, à Québec en tout cas, la critique va devoir attendre les années 50, là, Lucien Quinty, qui est décédé tout récemment d'ailleurs, et Marc Sanson, pour avoir là, vraiment des commentaires très éclairés, écrits par des gens qui connaissent bien la musique. À Montréal, c'est un peu différent, je pense. Hein, Marie-Thérèse? Oui, surtout avec Frédéric Pelletier versus Léopold Morin et Marcel Valois. Alors, Léopold Morin, qui est à La Patrie, puis ensuite au Journal Le Canada, a une critique d'information. Il l'informe, il n'est pas là pour critiquer un concert, dire si c'est bon ou mauvais, mais il fait plutôt des papiers sur des thèmes généraux pour informer le public. Marcel Valois est plus un critique de concert et donc, mais très conciliant envers ce qu'il vient d'entendre et donne beaucoup de respect aux interprètes. Touche à peu près pas aux œuvres comme telles, sauf si elles sont déjà connues parce qu'elles ont été enregistrées. Donc, c'est le répertoire étranger qui va avoir la faveur de Marcel Valois. Mais dès que l'on touche à une œuvre que l'on entend pour la première fois, le problème est toujours le même, que ce soit pour Frédéric Pelletier ou pour Claude Gingras. La réception d'une première est toujours problématique. Mais quand on fait face à Frédéric Pelletier, je dois dire que l'Église n'a pas besoin d'ajouter à son propre discours. Il est là pour dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Le jazz, il ne faut pas en entendre parler. Toute création qui outrepasse les normes d'écriture du style classique ou romantique n'a pas sa faveur. Donc, Frédéric Pelletier est vraiment, il est là pendant 40 ans, donc il est là et c'est lui qui contrôle un peu l'humeur et le bon goût du public.
de ce qu'il doit considérer comme bon ou mauvais à entendre. Alors, en gros, c'est un peu ça la critique à Montréal durant cette première moitié du 20e siècle. Ça va changer avec la Seconde Guerre et le décès de M. Pelletier. Et j'aurais envie de vous demander, pour conclure, parce que bon, c'est ça, je vois que le temps file, parlons peut-être un petit peu de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de cette période-là qui ouvre sur autre chose. Quels vont être les impacts de la Deuxième Guerre mondiale sur la vie musicale et vers quoi est-ce qu'on s'en va tranquillement dans les années 50, 60? La guerre, elle a eu un énorme avantage, c'est bête à dire, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a toujours un envers à une médaille. C'est qu'elle a, au moins pour la vie musicale elle-même, elle a permis de recevoir, d'accueillir de nombreux artistes qui fuyaient l'Europe. Alors évidemment, ils se cherchaient un marché. Et je me souviens, quand je travaillais à la chronologie de Marie-Thérèse, je n'en revenais pas de voir tout d'un coup qu'il y avait des noms qui revenaient beaucoup plus régulièrement. Alors, ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas venus ou qu'ils ne seraient pas venus, mais on les recevait plus souvent. Alors, des grands noms comme Rubinstein, Arthur Rubinstein, entre autres choses, sur lesquels il y aurait une foule d'anecdotes à raconter, même à la suite de ses séjours à Québec, se sont produits plus souvent durant la Deuxième Guerre mondiale parce que, précisément, l'Europe leur était hostile. Mais sur la question de ce qui vient après 1950, la spécialiste, c'est Marie-Thérèse. Mais il y a quand même des choses importantes qui se passent là, entre 1939 et 1945. D'abord, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs artistes étrangers qui ont été de passage à Montréal aussi, mais ça a donné aussi un espace important pour la création québécoise et pour les interprètes québécois, pour la littérature. On le sait, l'édition en littérature a pris tout son ampleur justement durant la Seconde Guerre. Mais j'aimerais peut-être rapporter un fait important durant cette période-là, c'est la création montréalaise, peut-être canadienne, mais en tout cas montréalaise, de Péléas et Mélisande le 14 juin 1940, la journée où les Allemands sont entrés dans Paris. Et on en a fait l'annonce de cette situation pendant la représentation de Péléas et ça a complètement bouleversé le public et les critiques le lendemain qui ont donné, disons, un éloge incroyable à Claude Debussy pour justement surmonter l'événement qui se passait en France. Et le lendemain, les critiques ont tous été nous allons peut-être nous séparer, la France n'existera peut-être plus après nous, qu'allons-nous devenir? C'est le temps de prendre notre autonomie. Et il y a cette parole absolument, cette expression absolument extraordinaire de Lionel Groulx qui résume un peu la situation. Il va dire, en ce temps de craquement de l'univers, qu'allons-nous faire de notre destin? Alors, je trouvais ça absolument extraordinaire comme événement à souligner durant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Quand même, moi j'en avais des frissons à l'idée de penser qu'on est en pleine création de Péléas et Mélisande puis qu'on nous apprend que Paris est tombé aux mains des Allemands. C'est des gens qui étaient dans la salle, ont dû vivre une expérience incroyable. C'est marquante. Oui. Ouais. C'est malheureusement en fait tout le temps qu'on avait ce soir pour parler en fait de la création de la vie musicale. On va pouvoir continuer dans la période de questions. Ceux qui désiraient en savoir un petit peu plus peuvent se tourner vers vos ouvrages Chronique des arts de la scène à Montréal durant l'entre-deux-guerres, danse, théâtre, musique, sous la direction de Marie-Thérèse Lefebvre et Jean-Pierre Pinson. Si vous vous intéressez à la composition à l'époque, Rodolphe Mathieu, 1890-1962, l'émergence
l'émergence du statut professionnel de compositeur au Québec, également de Marie-Thérèse Lefebvre. Si vous vous intéressez à l'Orchestre symphonique de Québec, à la Ville de Québec et à sa vie musicale, bien, il y a beaucoup de choses qui ont gravité autour de l'OSQ. Et Bertrand Guay nous en livre en fait une histoire tout à fait fascinante dans un siècle de symphonie à Québec. Et enfin, bon, si vous voulez avoir une bonne idée de la période précédente et de la période suivante, mais également avoir plus de détails sur cette période-ci, eh bien, vous pouvez vous tourner vers la chronologie musicale du Québec qu'ont rédigé ensemble Marie-Thérèse Lefebvre, Jean-Pierre Pinson, Bertrand Guay et de multiples autres collaborateurs. Et on y parle enfin de plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir. Et donc, je laisse le mot de la fin à Sylvain Lombroso avant qu'on se retrouve pour la période de questions. Bien, merci, oui, en effet, à tous les deux. Ce fut très intéressant. Nous allons maintenant couper cette vidéo et basculer sur un autre flux pour réceptionner toutes vos questions et puis attendre les réponses de nos deux conférenciers. Alors, à tout de suite. Profane